Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Brian Berletic, ancien marine américain, journaliste et également animateur de The New Atlas. Je mettrai un lien dans la description. Merci donc d'être venu dans l'émission. Merci beaucoup, invité nouveau. Nous constatons donc que la Russie a récemment lancé ses plus importantes attaques de drones contre l'Ukraine, avec plus de 800 drones, accompagnés également de missiles. La pression s'intensifie désormais sur l'ensemble de la ligne de front. Maintenant, étant donné que Trump mène ses efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre, il déclare à nouveau qu'il est déçu et qu'il soutiendra donc de nouvelles sanctions. Nous voyons également dans le discours de l'establishment politique et médiatique à travers l'OTAN que cela serait la preuve que la Russie ne veut pas la paix. Que pensez-vous de cette évolution? Eh bien, encore une fois, il est très important que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit dans ce conflit. L'administration Trump elle-même a reconnu et a accusé l'administration Biden précédente d'avoir déclenché la guerre, et elle l'a qualifiée de guerre par procuration des États-Unis contre la Russie. Donc, selon l'administration Trump elle-même, il ne revient pas vraiment à la Russie de mettre fin à une guerre qui lui est menée par les États-Unis. C'est à l'administration Trump d'examiner comment cette guerre par procuration a commencé, comment elle est menée et quelles mesures doivent être prises pour y mettre fin. Par exemple, il existe actuellement un commandement militaire américain en Allemagne qui supervise l'ensemble du conflit en Ukraine. Ils sont au sommet de la chaîne de commandement des forces armées ukrainiennes. Pas des généraux ukrainiens, mais des généraux américains. Si le président Trump mettait fin à cela, rappelait ses généraux au pays, ou les chargeait de quelque chose qui concerne réellement la sécurité nationale américaine, la guerre prendrait fin. Elle se terminerait très rapidement. Un autre facteur alimentant cette guerre est les États-Unis et leur directive aux Européens de continuer à financer, armer et former les Ukrainiens. De plus, comme l'a reconnu la presse occidentale elle-même, la Central Intelligence Agency des États-Unis dirige actuellement les réseaux de renseignement de l'Ukraine depuis l'intérieur du pays. C'est un autre aspect de cette guerre que le président Trump pourrait décider de mettre fin du jour au lendemain, et le conflit cesserait. Il n'est donc pas sérieux dans sa volonté de mettre fin à ce conflit. Si l'on se penche sur sa rhétorique, même avant les élections, il disait plus ou moins aux gens qu'il n'avait aucune intention d'y mettre un terme. Il disait aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Mais si l'on regardait les soi-disant plans de paix qui étaient proposés, il s'agissait en réalité de geler le conflit, ce qui correspond à l'agenda global des États-Unis. Si vous voulez parler d'un État profond, c'est ce qui était déjà en cours sous l'administration Biden. Ils étaient en train de perdre la guerre par procuration. La perspective d'un effondrement des lignes ukrainiennes augmentait, et ils voulaient donc geler la situation. Ils ne veulent pas y mettre fin. Il s'agit d'attirer la Russie, de l'immobiliser pendant que les États-Unis se tournent vers la Chine, l'Iran et d'autres régions, puis de revenir plus tard vers la Russie. On appelle cela la séquence stratégique. Et c'est ce que les décideurs impliqués dans l'actuelle administration Trump ont largement exposé dans des documents de politique publique sur de nombreuses années. Je me demandais, pouvez-vous expliquer ce concept de séquençage stratégique dans le contexte des États-Unis? Dans ce cas, la guerre par procuration des États-Unis contre la Russie. Oui, donc l'establishment américain, qu'il soit dirigé nominalement par les démocrates ou les républicains, cherche à dominer l'ensemble du globe. Tous ces documents de politique, qu'ils soient liés à l'une ou l'autre administration, ne parlent que du maintien de la suprématie américaine sur la planète entière.
Il s'agit de rester la seule superpuissance mondiale. Et pour y parvenir, les États-Unis doivent empêcher tous les concurrents de même niveau ou de niveau proche de s'élever et de remettre en cause leur position à l'échelle mondiale. Il ne s'agit pas de la sécurité nationale américaine. Il s'agit pour l'Amérique de pouvoir agir à sa guise partout dans le monde, comme elle le fait depuis près d'un siècle. Ainsi, la séquence stratégique est la prise de conscience que les États-Unis sont incapables, n'ont pas les ressources, de combattre des nations comme la Russie, la Chine, l'Iran et tous leurs alliés à travers le monde en même temps. Ils doivent en immobiliser un, puis concentrer leurs ressources sur un autre. Il y a aussi ce concept de division du travail, qui a été publiquement évoqué par le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin en février dernier. Il s'agit pour les nations que les États-Unis influencent essentiellement et, à toute fin pratique, contrôlent, d'orienter les ressources publiques vers les objectifs de la politique étrangère américaine. Pour l'Europe, par exemple, cela signifierait prendre des ressources publiques et les canaliser dans cette guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Pour le Japon, la Corée du Sud ou désormais les Philippines, des pays complètement capturés politiquement par les États-Unis, cela signifie diriger des ressources publiques qui auraient autrement servi à la population de ces pays vers le renforcement de leurs armées et l'encerclement, la limitation et la contention de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Ainsi, la séquence stratégique. À l'heure actuelle, les États-Unis considèrent la Chine comme la plus grande menace pour leur hégémonie, non pas pour l'Amérique en tant que territoire, mais pour leur domination sur la planète. Ils doivent donc mettre en pause le conflit en Ukraine contre la Russie et se tourner vers la Chine. C'est cela, la séquence stratégique. S'occuper d'abord de la Chine, puis revenir plus tard vers la Russie. Mais ils ne peuvent pas permettre à la Russie de reconstruire librement son armée ou de rediriger ses ressources au profit de ses alliés, dont la Chine fait partie. C'est pourquoi ils veulent geler le conflit en Ukraine et non le résoudre. Les gens ont simplement du mal à imaginer que les États-Unis, en supposant qu'ils souhaitent au moins une pause temporaire dans la guerre, étant donné qu'ils ont d'autres priorités, relinqueraient tout simplement le contrôle que non seulement les États-Unis, mais l'Occident politique, dans son ensemble, ont établi au fil du temps. Cela inclut le contrôle sur les services de renseignement ukrainiens et désormais une influence significative sur des centaines de milliers de soldats ukrainiens qu'ils peuvent utiliser pour combattre un rival stratégique. Il est difficile d'imaginer qu'ils abandonneraient tout cela uniquement pour des raisons humanitaires ou simplement par désir d'améliorer leurs relations avec la Russie. Il semble donc que le meilleur résultat possible pour eux serait de réduire un peu l'intensité de la guerre, d'empêcher l'effondrement de l'Ukraine, mais aussi de donner aux États-Unis le temps de s'occuper de leurs autres priorités à travers le monde. Je pense que c'est la réalité qui se cache derrière toute la rhétorique de l'aide à l'Ukraine. On oublie que cela masque les investissements massifs qui ont été réalisés pour construire tout cela. Comme vous vous en souvenez également, dès 2014, le lendemain du coup d'État, les États-Unis ont déjà commencé à mettre en place ce partenariat avec l'Ukraine. À partir de 2015, le Washington Post rapportait que les États-Unis reconstruisaient les services de renseignement ukrainiens à partir de zéro. Parce que, vous savez, les anciens étaient partenaires avec... Eh bien, ils étaient partenaires avec la Russie, donc ils n'étaient pas fiables. Et encore une fois, l'attrait de contrôler ces services de renseignement était de les utiliser comme un instrument contre la Russie. Ils font cela depuis une décennie. Et j'ai du mal à imaginer qu'ils veuillent abandonner ce contrôle massif. Je veux dire, ils contrôlent une grande partie du gouvernement, de l'armée, des services de renseignement, des médias et de la société civile à travers toutes ces ONG.
Je veux dire, ce que la Russie exige, c'est une séparation d'avec l'Ukraine. Ce serait, je suppose, une répétition de ce qui s'est passé en 2010, car en 2004, nous avons eu la révolution orange. Nous avons eu Yushchenko à la place, et il voulait rapprocher l'Ukraine de l'OTAN, se détacher de la Russie. Mais ensuite, la démocratie a eu lieu. Ce n'était pas populaire parmi les Ukrainiens. Il s'est retrouvé avec à peine 2 ou 3% d'opinion favorable, et ils ont élu Yanukovych en 2010. Et tout ce long processus, cet énorme investissement, a été essentiellement perdu lorsque l'Ukraine a commencé à redevenir plus neutre, ou non alignée. Et maintenant, je suppose que l'OTAN risque la même chose, que l'Ukraine sorte de son orbite et revienne à un certain statut de neutralité. Il est difficile d'imaginer que cela se produise, mais oui, dans cette optique, à quel point les États-Unis sont-ils encore impliqués dans la guerre? Énormément, et à tous les niveaux. Et ce qu'ils réalisent, c'est que si les choses continuent comme elles le font actuellement, l'armée ukrainienne finira par s'effondrer. Ils s'y préparent donc. Idéalement, ils aimeraient geler le conflit, comme ils l'ont fait au tout début en 2014 avec les accords de Minsk I et Minsk II. C'était un moyen de sauver l'armée ukrainienne, qui était alors sur le point de s'effondrer, geler la situation, puis permettre aux États-Unis et à leurs États clients à travers l'Europe de reconstruire, réorganiser et réarmer les forces ukrainiennes pour la prochaine vague de violence. Ils cherchent donc simplement à refaire la même chose, geler la situation avant l'effondrement, puis commencer à les réarmer. Et c'est précisément ce que les États-Unis ont chargé l'Europe de faire, car les États-Unis ont besoin de préserver leurs propres ressources pour se concentrer sur la Chine, l'Iran et d'autres régions. Encore une fois, dans le cadre de cette séquence stratégique, la répartition des tâches vise à décharger les États-Unis de l'investissement principal en Ukraine et à libérer des ressources pour d'autres priorités. C'est donc exactement ce qu'ils font. Ils n'ont absolument aucune intention de parvenir à une quelconque paix avec la Russie. Et comme vous le soulignez, cela remonte au début du XXIe siècle, et évidemment bien avant cela. Cela démontre une continuité dans l'agenda. Peu importe pour qui les Américains votent, qui est à la Maison-Blanche ou qui contrôle le Congrès. Il s'agit d'un agenda unique qui se poursuit quoi qu'il arrive. Et malgré l'opposition très bruyante du président Trump pendant la campagne contre ce qu'il appelait l'État profond et les guerres sans fin à l'étranger, il a poursuivi absolument toutes les guerres qu'il avait héritées de l'administration Obama, tout comme Biden l'a fait après Trump et Trump après Obama. Et il a lancé de nouvelles guerres contre le Yémen et l'Iran. Il prépare très ouvertement et clairement une guerre contre le Venezuela. Et il prévoit toujours de se tourner vers l'Asie. Tout cela se poursuit donc, sans interruption, et cela continuera. Ce ne sera pas l'Amérique qui se retiendra. Il n'y a aucune perspective de changement politique en Amérique. Les intérêts particuliers qui dirigent cela ne sont pas élus. Ils sont monolithiques. Il n'y a vraiment personne d'autre aux États-Unis capable de les défier ou de les remplacer. Ce sera au monde multipolaire de stopper, puis finalement d'inverser cette tendance. L'une des choses que j'apprécie chez Trump, cependant, c'est le fait qu'il n'est pas prisonnier de cette idée étrange, selon laquelle on ne peut pas parler à l'adversaire parce que ce sont des méchants. Par exemple, lors de sa première administration, il a rencontré le dirigeant nord-coréen. Maintenant, il rencontre Poutine. Et je pense que c'est pour moi l'une de ces choses que l'on qualifie de vertu morale. Le fait de ne pas parler aux mauvaises personnes. Mais cela signifie aussi que nous ne faisons pas de diplomatie. Donc j'aime cet aspect-là. Mais d'un autre côté, il est aussi apparu récemment dans les médias que pendant qu'il était en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong-un, il a également fait mener une opération par ses Navy SEAL contre la Corée du Nord, au cours de laquelle ils ont tué de nombreux civils, des pêcheurs, puis se sont retirés.
Mais c'est un peu comme la tromperie avec l'Iran. Je suis content qu'ils veuillent discuter et trouver un accord de paix. Mais quand on prépare une attaque au milieu de tout cela, c'est un peu trompeur. Mais sur le sujet des efforts de paix, l'étape principale, je suppose, dans ce récit, c'est que, vous savez, d'abord, il a rencontré Zelensky et Poutine en Alaska, puis il a rencontré Zelensky et les Européens à la Maison-Blanche. Maintenant, la grande nouveauté, c'est de faire se rencontrer Zelensky et Poutine. Je me demande, quel est le but de cette rencontre? Parce que, en général, les chefs d'État se rencontrent une fois que tous les principaux points ont été réglés, et ils viennent pour le grand final, se serrer la main et apposer leur signature, pour l'image, en quelque sorte. Mais quand aucune des parties n'est prête à faire de véritables concessions, y compris les États-Unis, pourquoi se rencontrent-ils réellement? Quel est le but de cette initiative de paix, si on peut l'appeler ainsi? Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne la volonté du président Trump de dialoguer avec des adversaires supposés ou déclarés des États-Unis, il faut se rappeler l'époque où la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et où ils ont réinitialisé les relations américano-russes. Cela faisait suite à une autre guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie. Cette fois, en utilisant la Géorgie comme bélier en 2008 contre les forces russes le long de leur frontière sud dans la région du Caucase. Ce fut un échec, et les États-Unis se sont heurtés à un mur et ont eu besoin de réinitialiser leurs relations. Donc, quelqu'un comme la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, dont nous savons qu'elle n'est pas du tout intéressée par la diplomatie, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Quel était le but de cette rencontre? C'était d'attirer les Russes et de les piéger. Et c'est exactement pour cela que le président Trump rencontre maintenant des gens. Et comme vous le soulignez, même lorsqu'il rencontrait la direction de la Corée du Nord, il avait des personnes à l'intérieur de la Corée du Nord qui assassinaient des Nord-Coréens. Et puis, alors qu'il discutait avec les Iraniens, il se préparait en même temps à frapper, tuer des Iraniens et faire la guerre à l'Iran. Il n'y a donc aucun intérêt réel pour la diplomatie. Tout cela n'est qu'une ruse. C'est pour attirer d'autres nations. C'est pour donner l'impression que les États-Unis sont la partie raisonnable. Et ce sont ces nations qui sont déterminées à poursuivre la guerre. Et j'ai comme un pressentiment que c'est pour cette raison que le président Trump veut que le président Poutine rencontre le président Zelensky. Et j'oublie qui a dit cela. Je ne pense pas que le président Poutine aurait dit quelque chose comme ça, car il est généralement très poli, même lorsqu'il est contrarié. Mais quelqu'un, quelque part, a dit que ce serait comme si un chien aboyait contre vous et que vous vous mettiez à quatre pattes pour aboyer en retour, au lieu de parler à la personne qui tient la laisse. C'est l'équivalent pour les Russes de rencontrer les dirigeants ukrainiens, alors qu'ils ne contrôlent en réalité rien du tout. Les personnes qui tiennent la laisse sont les États-Unis. C'est une guerre américaine, menée contre la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine. Et aucune discussion avec l'Ukraine ne changera cela. Il faut résoudre ce problème avec les États-Unis. Et ce que nous avons constaté, c'est que malgré la participation de la Russie à ces réunions et le fait qu'elle fasse semblant de négocier, elle est déterminée à résoudre ce conflit sur le champ de bataille. C'est ce que nous observons actuellement. Ils restent ouverts à la diplomatie. Ils savent que cela n'aboutira à rien et ils régleront cela sur le champ de bataille. Et je pense qu'au final, c'est là que ce conflit sera tranché. Je n'ai pas encore lu cette citation, mais cela ressemble à quelque chose que Lavrov ou Peskov diraient, je suppose.
Mais ce que j'attends des États-Unis comme bon signe d'une réelle volonté de rétablir des relations correctes avec la Russie, ce serait qu'ils expriment une sorte de concept de ce qu'ils considèrent comme la paix. Traditionnellement, lorsqu'il existe plusieurs centres de pouvoir, la paix, comme tout le monde le reconnaîtrait, dépend de la poursuite d'une forme de sécurité indivisible. Il faut s'assurer qu'un camp n'améliore pas sa sécurité au détriment de l'autre. Ainsi, par exemple, avec le contrôle des armements, les deux parties réduiraient leurs arsenaux et elles maintiendraient ainsi le même niveau de sécurité en diminuant leurs armes. Globalement, un camp ne prendrait donc pas l'avantage sur l'autre. Je veux dire, c'est pour cela qu'on a des architectures de sécurité communes et tout le reste. Mais, vous savez, nous chercherions des arguments pour qu'ils harmonisent leurs intérêts. Où peut-on atténuer la concurrence? Où peut-on y mettre fin? Mais au lieu de cela, au cours des 30 dernières années, nous avons eu l'inverse, c'est-à-dire la paix hégémonique. Et dans la paix hégémonique, vous n'avez pas besoin de prendre en compte les préoccupations de sécurité de l'autre. Il suffit de s'assurer d'être tellement dominant que peu importe ce que pense l'autre, plus faible. Je n'ai donc pas vraiment vu émerger de concepts de sécurité qui rejettent les 30 dernières années. Et j'ai entendu Marco Rubio évoquer l'idée que nous sommes dans un monde multipolaire. Mais ensuite, on a presque l'impression que la stratégie est « Eh bien, comment pouvons-nous rester aux titularités? Est-ce que maman apprenez à vivre avec les autres? » C'est donc, je pense, l'une de mes grandes déceptions. Car si l'on n'apprend pas à s'adapter aux réalités multipolaires, je crois que les États-Unis finiront aussi par être écrasés en se faisant trop d'ennemis et en incitant ces ennemis à s'allier contre l'Amérique. Mais j'ai entendu les médias critiquer ou interroger différents dirigeants, comme J.D. Vance, sur la question de savoir si les États-Unis ou Poutine manipulent Trump dans ces discussions. Encore une fois, il semble que les Russes aient été assez cohérents depuis le début. Mais comment interprétez-vous ces commentaires selon lesquels les Russes feraient traîner les choses? Est-ce que cela signifie maintenant que les Russes ne veulent pas la paix et cherchent à gagner du temps? Ou bien ont-ils changé leurs exigences? Cela semble devenir un nouveau point de discussion. Chaque fois que les médias commencent à se rallier autour d'un même argument, il vaut la peine, je pense, d'explorer ce que signifie réellement. Eh bien, tout d'abord, vous avez tout à fait raison. Si les États-Unis étaient réellement intéressés par la paix, ils adopteraient des politiques totalement différentes. Et ce n'est pas le cas. Il est donc évident qu'ils n'ont aucun intérêt pour la paix. Et oui, le sénateur Marco Rubio a reconnu l'existence d'un monde multipolaire, mais uniquement comme un obstacle à surmonter afin de rétablir la domination américaine sur la planète. Et ils poursuivent cela de manière évidente et ouverte dans tous les coins du globe. Maintenant, en ce qui concerne la Russie, qui ferait traîner les Américains, comme vous l'avez dit, la Russie a toujours été cohérente. Elle n'a jamais changé ses revendications initiales. Tout ce qu'ils ont dit au tout début reste en place, inchangé. Tout ce qu'ils veulent, c'est que cette guerre par procuration menée contre eux par les États-Unis prenne fin. La véritable source de cette guerre par procuration, c'est l'insistance de l'Amérique à dominer la planète, à dominer l'Europe et à étendre son influence jusqu'aux frontières de la Russie, voire à l'intérieur même des frontières russes. Ils exigent que cela cesse. C'est une question existentielle pour eux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils s'imaginent. Alors que nous voyons la Syrie disparaître de la carte, la Libye déjà rayée, les forces américaines toujours présentes en Irak, l'Iran attaqué sans avertissement pendant les négociations, la Russie n'invente pas cela. Et c'est ce qu'ils exigent depuis le premier jour. Et les Américains refusent de le reconnaître ou de l'accepter. Ils continueront à faire pression.
Ils veulent donc donner l'illusion d'une paix avec la Russie afin de geler le conflit, puis revenir plus tard pour le terminer. C'est leur intention, et à ce stade, cela devrait être évident pour tout le monde. Parce que, comme tu l'as dit, s'ils étaient réellement intéressés à collaborer avec le reste du monde plutôt qu'à s'imposer, il y aurait au moins des politiques concrètes en discussion. Ils ne parlent même pas de telles politiques. Ils poursuivent ouvertement des politiques qui alimentent la primauté américaine continue. Absolument tout ce qu'ils font. Ils reconstruisent l'ensemble de leur armée pour mener une guerre à grande échelle contre des adversaires de même niveau comme la Russie et la Chine. Le missile Aram dont ils parlent d'envoyer en Ukraine, environ 3000 à terme, évidemment pas dès le début, est une munition qui a été développée spécifiquement pour le type de guerre que les États-Unis envisagent de mener contre des nations comme la Russie et la Chine dans un avenir proche. Ils se préparent donc pleinement à poursuivre cela et à le faire de manière encore plus énergique si nécessaire. Et s'ils peuvent gagner du temps et effectuer un séquençage stratégique, ce serait l'idéal. Et c'est là où nous en sommes actuellement. Sur cette idée que les États-Unis ne cherchent pas réellement la paix, il est intéressant d'examiner la manière dont ils essaient de la trouver. Je veux dire, une partie de la raison pour laquelle ils disent faire pression sur les Européens, sur Zelensky, et maintenant menacer de détruire l'économie russe, envoyer tous ces nouveaux missiles, cela semble en quelque sorte coïncider avec l'initiative de paix, étant donné qu'il faut exercer des pressions sur toutes les parties pour les rapprocher. Mais encore une fois, comme vous l'avez mentionné précédemment, étant donné que Trump a déjà reconnu qu'il s'agit d'une guerre par procuration, pourquoi les États-Unis ne jouent-ils aucun rôle en faisant réellement des concessions? Parce qu'on a l'impression qu'elle s'est contentée d'endosser le rôle de médiateur. Mais toute l'idée de rapprocher l'Ukraine et la position russe. Encore une fois, ma question est toujours la suivante. Pourquoi est-ce à l'Ukraine de renoncer à sa volonté de rejoindre l'OTAN? Pourquoi n'est-ce pas la responsabilité de l'OTAN? Pourquoi l'Ukraine devrait-elle renoncer à sa voie vers l'OTAN? Pourquoi cela ne revient-il pas aux États-Unis et à l'OTAN de dire « Eh bien, en fait, nous allons devoir créer une véritable architecture de sécurité pan-européenne où nous ne poussons pas les blocs militaires jusqu'aux frontières russes. Encore une fois, la sécurité indivisible. Mais pourquoi est-ce la responsabilité de l'Ukraine? Si les États-Unis voulaient réellement mettre fin à cette guerre, que pourraient-ils faire d'autre que jouer les médiateurs? Eh bien, c'est exactement ça, n'est-ce pas? Les États-Unis mènent cette guerre contre la Russie tout en se présentant comme médiateurs. C'est là un obstacle fondamental à toute avancée, car si l'on n'est même pas honnête sur la nature du conflit, on admet que c'est une guerre par procuration, que c'est votre guerre par procuration contre la Russie. Vous accusez l'administration Biden de l'avoir déclenchée, ce qui vous donne une porte de sortie facile. Vous pourriez simplement dire « C'était la politique de Biden et nous la rejetons. Elle était désastreuse. Regardez ce qu'elle a provoqué et nous en sortons. » Mais la réalité, c'est que les mêmes intérêts particuliers qui ont poussé l'administration Biden à lancer cette guerre par procuration poussent l'administration Trump à la poursuivre. Et encore une fois, comme nous l'avons déjà vu dans ce conflit précis, sans même parler d'ailleurs, les États-Unis ont utilisé ce cycle de propagande, de désir fin de paix, puis de poursuite de la guerre. Ils l'ont déjà fait concernant l'Ukraine, avec les accords de Minsk I et Minsk II. Ils sont en train de recréer cela. Et ce n'est pas parce que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré en février « Cela ne doit pas être Minsk 3.0 » que ce n'est pas exactement Minsk 3.0, puisqu'il explique ensuite ce que c'est.
Cela gèle le conflit le long de la ligne de contact. Cela consiste à déployer des troupes européennes en Ukraine pour en gros créer un bluff face à la Russie. Si vous essayez de relancer cela, vous devrez affronter des troupes européennes, essentiellement de l'OTAN. Et l'Europe va continuer à armer et à soutenir les Ukrainiens, et ils vont reconstruire et réorganiser leur armée pendant cette pause. Tout cela, c'est Minsk 3.0. Ce que fait l'administration Trump, c'est essayer de jouer sur les deux tableaux, tenter de se dédouaner de toute responsabilité dans le déclenchement ou la poursuite de ce conflit, en rejeter la faute sur la Russie pour la poursuite du conflit, et se présenter comme une sorte de médiateur. Nous sommes tout simplement tellement frustrés que les Européens et les Ukrainiens que nous contrôlons complètement ne veuillent pas faire la paix avec la Russie parce que nous leur avons dit de ne pas le faire. Je veux dire, c'est exactement ce qui se passe. Et la réponse la plus courte et la plus simple, c'est que les États-Unis, cette administration actuelle et toutes celles qui l'ont précédée, mentent tout simplement. Ils mentent sur leurs intentions. Et à travers leurs actions, on peut voir quelles sont réellement leurs véritables intentions. Et ces intentions sont de geler cette guerre, de mener des guerres bien plus dangereuses ailleurs, puis de revenir ensuite en Ukraine et en Russie, car ils ont déjà fait ce cycle une fois avec les accords de Minsk. Oui, Trump semble toujours se vanter de cette ambiguïté stratégique et d'être à la fois puissant et pacifique. Il veut donc trop équilibrer. C'est pourquoi, vous savez, il avance toujours l'argument que la guerre n'aurait jamais eu lieu s'il avait été président, que c'était une erreur de la part de Biden. Et puis dans la même phrase, il s'attribue le mérite d'avoir envoyé plus d'armes. Obama n'a rien envoyé. Moi, j'ai envoyé les javelins lors de ma première administration. Donc il continue. Même Obama, qui a soutenu le coup d'État en Ukraine, reconnaissait que cela aurait été insensé, parce que cela aurait mené à une confrontation directe ou à une escalade. Ce serait insensé, selon Obama, car les Russes auraient l'avantage de la proximité, ce qui est important pour la logistique. Et aussi, au bout du compte, ce serait plus important pour les Russes que pour les États-Unis, parce que, encore une fois, c'est à l'autre bout du monde pour l'Amérique. Alors que pour la Russie, c'est une menace existentielle. Donc il serait prêt à aller jusqu'au bout, et il bénéficierait non seulement de la production industrielle, mais aussi de la logistique. Mais encore une fois, Trump semble vouloir jouer sur les deux tableaux. Il est brillant, brutal et dur. Mais en même temps, il veut être l'homme de la paix. Il semble donc, cependant, je pense que nous sommes d'accord là-dessus, que les efforts diplomatiques n'aboutissent pas vraiment. Maintenant, j'espère me tromper, mais si c'est le cas, la guerre se décidera alors sur le champ de bataille. Mais à quelle distance sommes-nous d'un tel scénario? Que voyez-vous actuellement sur les lignes de front? Eh bien, comme vous l'avez mentionné plus tôt, la Russie a mené l'une des plus grandes, sinon la plus grande, attaque de drones et de missiles jusqu'à présent. Mais n'est-ce pas quelque chose que nous nous retrouvons à dire presque chaque mois désormais? Et cela est dû à la capacité militaro-industrielle de la Russie. Elle n'est pas seulement énorme, elle continue aussi de s'étendre. C'est ce que moi-même et d'autres, vous-même Alex et Alexander de The Duran, suivons depuis plus de 3 ans maintenant. Alexander Mercouri a qualifié cela d'attrition agressive. C'est exactement ce que font les Russes. Je vois encore des analystes occidentaux affirmer « Eh bien, la Russie échoue parce qu'elle ne peut pas percer ». Ils ne percent pas ici. Regardez combien de territoires ils ont pris ce mois-ci. C'est très peu. Mais il ne s'agit pas de territoire. Il ne s'agit pas de percer. Il s'agit d'user la capacité de combat de l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement. C'est exactement ce que nous avons vu en Syrie,
Et dans ce cas-là, cela a servi les objectifs de la politique étrangère américaine. Ce conflit est resté gelé pendant des années. La ligne de front n'a pas bougé. Et puis soudainement, parce que l'armée arabe syrienne avait été vidée de sa substance au fil des ans, et parce que la Russie et l'Iran étaient occupés ailleurs, une offensive décisive a eu lieu et tout s'est effondré. Et cela est possible en Ukraine. C'est possible. Et c'est pourquoi les États-Unis disent à l'Europe, vous devez créer une coalition de volontaires. Beaucoup de gens imaginent que l'Europe a eu cette idée d'elle-même. Mais cela figurait dans la directive publique que le secrétaire Hegstaff a donnée en février. Il a dit aux Européens, vous allez envoyer des troupes en Ukraine. Et la raison pour laquelle ils envoient des troupes en Ukraine, c'est parce qu'ils savent qu'à terme, les lignes ukrainiennes vont s'effondrer. L'armée va s'effondrer. On entend déjà des aveux venant d'Ukraine elle-même. Ils ont si peu de main-d'œuvre le long de la ligne de contact. Il y a des sections entières du front qui ne sont même pas occupées. Il y a des défenses en place, mais il n'y a personne dans ces défenses. Et c'est pourquoi, lorsque vous regardez la carte, vous verrez la Russie percer, puis commencer à s'étendre. Ensuite, les Ukrainiens, comme une brigade de pompiers, doivent envoyer leurs réserves dans cette zone, et alors la Russie se retire. Ils n'essayent pas de percer et de prendre ce territoire. Ils cherchent à étirer à l'extrême les lignes ukrainiennes. Et cela fonctionne. On peut constater de manière évidente que les indicateurs de la puissance militaire de l'Ukraine diminuent jour après jour. Et il n'y a rien que l'Occident puisse faire, sauf intervenir directement et espérer que les Russes s'arrêtent pour réfléchir et cessent au lieu de continuer à combattre les troupes européennes à ce moment-là. Voilà où nous en sommes actuellement. Eh bien, il est intéressant de constater que lorsque les partis sont aussi éloignés, on cherche à affaiblir l'adversaire pour obtenir des concessions. Mais il est très étrange que lorsque l'Ukraine et l'OTAN frappent en profondeur à l'intérieur de la Russie pour toucher son infrastructure énergétique, les médias s'en réjouissent. Hurrah! Maintenant nous mettons la pression sur la Russie. Maintenant, ils seront obligés de nous accepter, de discuter sérieusement de la paix. Et lorsque la Russie fait exactement la même chose, c'est-à-dire frappe l'infrastructure énergétique en profondeur en Ukraine, on reçoit le message que, eh bien, cela prouve qu'ils ne veulent pas la paix. Parce que s'ils la voulaient, ils ne feraient pas exactement ce que nous faisons à la Russie. Ils feraient le contraire. Ils ne frapperaient pas du tout. C'est donc une façon intéressante de voir les choses. Mais vous avez mentionné que la prochaine étape, alors que les lignes de front, toute personne qui suit de près peut voir que tout cela s'effondre. Eh bien, mais qu'est-ce qui est possible maintenant pour l'Occident? Vous avez évoqué la possibilité d'une intervention directe. Voyez-vous les pays de l'OTAN commencer à envoyer directement leurs troupes? Parce que je pense, comme vous l'avez dit auparavant, que les États-Unis préféreraient que les Européens s'engagent dans les combats jusqu'au dernier homme. Mais quelle est la capacité réelle des Européens? En plus d'avoir des armées faibles, nous venons d'assister à un effondrement du gouvernement français. Les gouvernements français, allemands et britanniques semblent tous rivaliser pour savoir lequel sera le plus impopulaire et le plus faible économiquement, on dirait. Alors, à quel point est-il crédible que les Européens puissent réellement envoyer des troupes? Eh bien, je ne pense pas que ce soit plus crédible que l'idée que l'Ukraine puisse arrêter les Russes. Je crois que les États-Unis considèrent simplement l'Europe comme une extension de cette guerre par procuration, des pions sacrifiables qu'ils peuvent envoyer pour prolonger la durée du conflit et augmenter le coût pour la Russie. Tout cela remontant à 2014. L'Europe était clairement sacrifiable à tout point de vue, non seulement en les forçant à investir massivement en Ukraine, mais aussi
avec la destruction des gazoducs Nord Stream, coupant ainsi toute l'Europe de l'énergie russe bon marché et abordable. Et quand on y réfléchit vraiment, avant 2014, la Russie ne représentait aucune menace pour l'Europe, sous quelque forme que ce soit. Ils coopéraient étroitement. Ils dépendaient les uns des autres. Comme vous le dites, il faut aligner les intérêts. Et c'est ainsi que l'on parvient à la paix. Et cela avait déjà été réalisé entre l'Europe et la Russie. Ce sont les États-Unis qui ont forcé la question, qui ont séparé l'Europe et la Russie. Et ils ne l'ont pas fait simplement en forçant les gouvernements européens à suivre. En un sens, c'est ce qu'ils ont fait. Mais la création même de l'Union européenne, en tant que couche de bureaucratie imposée par-dessus les États européens eux-mêmes, étouffe leur souveraineté. Il s'agit d'une bureaucratie qui répond aux mêmes intérêts particuliers qui dictent la politique étrangère américaine. Et à cause de cela, ces gouvernements en place, imbriqués avec l'Union européenne, prenaient des décisions qui allaient manifestement à l'encontre des intérêts de ces États européens et de tous les habitants vivant à l'intérieur de leurs frontières. Regardez l'Allemagne en ce moment, l'état dans lequel elle se trouve économiquement et politiquement. Vous venez de mentionner l'instabilité politique en France, ce qui, à mon avis, n'a finalement pas d'importance, parce que si vous regardez les principaux partis dans tous ces pays, c'est exactement comme aux États-Unis. Ils prétendent avoir des idéologies et des programmes différents, mais au bout du compte, une fois qu'ils parviennent au pouvoir, ils suivent la ligne. Je me souviens que beaucoup de gens avaient placé leurs espoirs dans l'Italienne Meloni, pensant qu'elle allait, et elle avait dit certaines choses avant d'entrer en fonction, qu'elle allait mettre le holà et arrêter tout cela. Sauf qu'aussitôt arrivée au pouvoir, elle a continué exactement dans la même voie. Voici comment l'Occident traite le public. Il crée une stratégie de tension sociopolitique et idéologique. Ils contrôlent tous les acteurs majeurs et ils peuvent orienter la situation et garantir la continuité de leur agenda, quelle que soit l'idéologie dominante à un moment donné. Et j'ai bien peur que ça fonctionne en Allemagne, peu importe qui arrive au pouvoir. Encore une fois, j'écoutais The Duran et il parlait du gazoduc Power of Siberia 2 et de la façon dont cela consolide l'acheminement de l'énergie russe vers l'Est plutôt que vers l'Ouest. Donc même si l'Europe parvient d'une manière ou d'une autre à faire une révolution et à se libérer de l'hégémonie américaine, cette énergie est perdue et ne reviendra pas. Et donc la possibilité de réparer les dégâts causés par cela, cette perspective est vraiment minime. Et je crains que les États-Unis ne voient cela. Ils considèrent l'Europe comme étant en déclin et ils se disent simplement, eh bien, si nous les utilisons comme intermédiaires maintenant, ils seront plus puissants cette année que l'an prochain. L'an prochain, ils seront encore plus faibles. Utilisons-les tant que nous le pouvons encore, tant qu'ils ont encore un peu de force. Et il ne s'agit pas de savoir si les troupes européennes peuvent entrer en Ukraine et vaincre les Russes. Il s'agit de faire exactement ce que l'armée ukrainienne elle-même a fait. Simplement prolonger le conflit, augmenter le coût, retenir la Russie pendant que les États-Unis s'occupent de la Chine, de l'Iran et maintenant du Venezuela, ainsi que de tous les autres endroits où les États-Unis cherchent à réaffirmer leur hégémonie. Les retenir au moins aussi longtemps, puis nous pourrons revenir plus tard et nous occuper de la Russie. Voilà ce que représente l'Europe pour les États-Unis. Du temps supplémentaire pour effectuer une séquence stratégique. Une fois, alors qu'il était secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg s'est rendu aux États-Unis et essayait de vendre la guerre parce que les gens, le public, commençaient à s'en désintéresser. Il tentait de présenter la guerre comme un grand avantage, affirmant que les États-Unis disposeraient de centaines de milliers de soldats ukrainiens aguerris, capables de contenir la Russie.
permettant ainsi aux États-Unis de se concentrer sur la Chine. C'est plus ou moins ce que vous dites. Mais aujourd'hui, bien sûr, il m'étonne que les Européens ne voient pas qu'ils pourraient prendre la place des Ukrainiens, servir de proxy à lancer contre la Russie. Ils mènent déjà cette guerre jusqu'au dernier euro. S'ils devaient commencer à envoyer des forces militaires, alors bien sûr, la situation deviendrait bien pire. Sur le plan économique, pour moi c'est très étrange parce que vous avez mentionné qu'il existe une interdépendance économique entre les Européens et les Russes. Mais souvent ce que les pays cherchent à faire, c'est d'établir une interdépendance asymétrique afin de s'assurer qu'ils dépendent de vous et que vous ne dépendez pas d'eux. Et en 2014, les Européens étaient en bonne position. Il y avait une dépendance mutuelle. Cependant, les Russes utilisaient nos technologies, nos industries, nos corridors de transport, nos ports et toutes nos banques, le système de paiement SWIFT, nos devises dans le commerce international. Ils étaient donc très dépendants de nous. Ce dont nous dépendions d'eux, c'était la sécurité énergétique, l'approvisionnement en énergie. Mais même sur ce point, les Russes dépendaient de l'Europe en tant que consommatrice d'énergie. Donc, l'équilibre était vraiment en notre faveur. Mais comme vous l'avez dit, maintenant les Russes se sont complètement détachés à cause de la militarisation. Donc, toute l'influence que nous avions auparavant, je pense qu'elle a disparu depuis longtemps. Juste une dernière question. Vous avez mentionné l'effondrement des lignes de front. Que pensez-vous du taux de désertion? Parce que lorsqu'une guerre touche à sa fin, on s'attend à voir les lignes de communication décliner et les pertes augmenter, mais aussi les désertions. Comment interprétez-vous les différents chiffres? Sont-ils exagérés ou voyez-vous une intensification? Parce que j'ai un peu de mal à trouver des chiffres fiables. Encore une fois, nous sommes dans une guerre de l'information, donc il est difficile d'obtenir les bons chiffres. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Il est très difficile de trouver des chiffres fiables, s'ils existent même. Donc, ce que vous devez faire à la place, c'est simplement observer comment le champ de bataille évolue. Et cela en dit long. Vous n'obtiendrez pas de chiffres précis, mais il est évident que quelque chose se passe concernant la main-d'œuvre ukrainienne. Il se passe quelque chose, car il y a maintenant des sections entières de défense qui ne sont plus occupées. Alors, où sont passées toutes ces personnes? Elles sont soit mortes, blessées, ou ont déserté. Donc cela doit être l'un de ces trois problèmes. Et puis, reconstituer la main-d'œuvre ukrainienne, cela a toujours été un problème. J'en parle depuis des années et j'ai expliqué comment. Il parle de reconstituer une brigade, de créer une toute nouvelle brigade. On parle de 4000 hommes. Il ne s'agit pas simplement de prendre 4000 hommes, de les faire passer par l'entraînement de base, puis de les envoyer sur le terrain en tant que brigade et ses sous-unités. Ce n'est pas ça. À chaque niveau de la brigade, il faut des chefs. Il faut des sous-officiers et de vrais officiers, y compris certains officiers supérieurs à la tête de la brigade. Ce type de formation et d'expérience prend des années à acquérir. Et si vous subissez des taux d'attrition élevés, comme l'Ukraine, comme nous le soupçonnons pour l'Ukraine, vous ne pouvez tout simplement pas reconstituer ces brigades. Et c'est exactement ce que nous voyons sur le champ de bataille. Nous voyons des personnes avec une formation de base et un commandement dispersé, et ces unités sont insuffisantes. C'est pourquoi tout continue de s'effondrer. C'est pourquoi certaines sections des défenses ne sont pas occupées. C'est pourquoi ils perdent du territoire. C'est pourquoi cela va continuer à s'accélérer. J'ai d'ailleurs vu un analyste occidental admettre que les pertes, les gains territoriaux de la Russie, les pertes du côté ukrainien et les taux de désertion, ce n'est pas linéaire où cela augmente ou diminue de façon régulière, c'est exponentiel.
Donc, à mesure que tout cela continue, tout s'accumule, et cela accélère le rythme auquel tout commence à s'effondrer. Nous voyons déjà cela se produire. C'est très évident. Si vous regardez les lignes de front, même l'année dernière comparée à cette année, la rapidité avec laquelle tout avance maintenant par rapport à l'an dernier, c'est clairement en train de se passer. Et il arrivera un moment où tout ira si vite qu'il ne sera absolument plus possible de l'arrêter. Ce qui s'est d'ailleurs produit en Syrie. Cela finira par arriver. Il est impossible de prédire quand. Vous ou moi, nous n'avons accès qu'à ce qui est publiquement disponible. Je suis certain qu'il existe des réseaux de renseignement des deux côtés qui savent quand cela va se produire. Et c'est peut-être pour cela que nous voyons une telle urgence de la part des États-Unis et des Européens, ainsi qu'une volonté de prendre des mesures de plus en plus drastiques pour tenter de forcer les Russes à geler ce conflit. Parce qu'ils savent que si cet effondrement se produit, il ne s'agira plus de savoir si les Russes prennent toute la région du Donbass. Il s'agira de savoir jusqu'où ils décideront d'aller, car il n'y aura plus rien pour les arrêter. C'est pour cela qu'ils évoquent l'envoi de troupes européennes en Ukraine. Cette éventualité existait depuis le début du conflit. De nombreux analystes mettaient en garde contre ce risque dès le départ. Si cet effondrement se produit, l'Occident devra intervenir, car il n'y aura pas d'autre moyen d'arrêter les Russes. C'est pourquoi nous voyons les États-Unis essayer à peu près tout. Nous allons vous rencontrer. Vous devriez rencontrer Zelensky. Faites ceci, faites cela. Nous ferons ceci. Mais la seule chose qu'ils ne sont pas prêts à faire, c'est de mettre véritablement fin à la guerre par procuration qu'ils mènent contre la Russie. C'est la seule chose qu'ils ne feront pas, et la Russie le sait. Ils vont donc continuer sur le champ de bataille. Et nous sommes en territoire inconnu. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer lorsque les forces russes se retrouveront à nouveau face à des forces essentiellement de l'OTAN en Ukraine, si l'Europe et les États-Unis, et essentiellement les États-Unis, décident de le faire. Oui, il y a certains rapports non vérifiés selon lesquels les Britanniques, ainsi que les Français, renforcent leur position non seulement à Kiev, mais aussi à Odessa, étant donné que l'un des avantages de maintenir l'Ukraine dans l'orbite de l'OTAN est Odessa. Cela serait très important pour renforcer le rôle de l'OTAN en mer Noire face aux Russes. Comme vous l'avez dit précédemment, tout l'intérêt d'une guerre d'usure est qu'une fois que l'adversaire a été épuisé, toutes les questions territoriales, tout cela, s'aligneront d'elles-mêmes. C'est pourquoi, depuis 3 ans et demi, je suis tellement frustré de voir que tout ce que font les médias, c'est mesurer les progrès en termes de conquête territoriale, alors que cela n'a pas vraiment de sens. Ceci est plutôt un symptôme de là où se trouvent les véritables indicateurs, c'est-à-dire les taux d'attrition et la capacité à régénérer l'armée. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On a effectivement l'impression qu'un événement majeur est sur le point de se produire, car tous ces éléments, les lignes de front qui craquent, les Russes qui s'attaquent désormais aux ponts et à des cibles en profondeur à l'arrière, semblent indiquer qu'ils se préparent à une offensive massive, qui a peut-être déjà commencé, d'ailleurs. Donc, oui, merci encore. So,